Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. LDNS, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, Paramount, Universal, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment vas-tu ? Bah ça va et toi ? Ça va très très bien. Je suis très heureux de te retrouver. Ouais. Bah, moi aussi, je suis très heureux. Chaud pour cette semaine ? Ouais, bah écoute, n'hésitez pas à aller voir notre dernier épisode sur Iron Claw, très intéressant. Et voilà, là on parle d'actu, et c'est de l'actu qui actu, donc c'est ça que je suis content. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est de l'actu qui actualise toute l'industrie du cinéma. C'est ça, ouais, le voilà. podcast qui actualise les actus. Putain, horrible. Voilà, et donc on va commencer avec la première mise à jour, hein, vu qu'on parle de l'actu. Enfin, bref, je sais pas ce que je dis. Est-ce qu'on va faire toutes les champs lexicales de l'actualisation? Ouais, ce serait drôle. Mais si t'en as d'autres, vas-y balance. Mais pendant le podcast, t'inquiète, j'ai un peu. Ok. On commence avec les plateformes. Vas-y. Ok. Donc là, on va commencer avec c'est Amazon Prime, c'est les films Roadhouse de Doug Liman avec Jack Gyllenhaal, dont on avait déjà parlé. D'ailleurs, pourquoi on en avait parlé encore parce qu'ils voulaient... Oui, Amazon ne voulait pas le sortir au cinéma. Et ils veulent toujours pas le sortir au Ils cinéma. veulent toujours pas. Puisqu'il sort sur Prime Video. C'est ça, il sort sur Prime Video. Et en fait, Doug Liman, il y avait la première du film et Amazon. Doug Liman a refusé de faire. Il a boycotté la première du film. Enfin, je sais pas si elle est déjà passée ou pas, ou c'est bientôt ou c'est déjà passé. Et il me semble que c'est déjà passé. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est déjà passé, mais en tout cas, Doug Liman dit que c'est. Ouais. Il boycotte, quoi. En tout cas, il boycotte. En fait, je sais pas si au moment où l'épisode sera sorti, la première sera faite, mais lui, il a dit qu'il boycottait la première. Et je crois que chez Gyllenhaal, pareil, parce que le film il sort pas au cinéma, alors que eux s'attendaient à ce qu'il sorte au cinéma. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on leur a promis. De toute façon, c'est sûr, hein, je pense, parce que vu comme ils sont vénères. Mais finalement, le film sort le 21 mars sur Prime Video, donc aïe, petit coup dur pour eux. Ouais, compliqué. Donc Liman, il a parlé, il a dit qu'il était très, très, très énervé. Ouais, en gros, il dit que Amazon a demandé à Doug Liman et à la communauté du coup de cinéma et ceux qui aiment le cinéma de leur faire confiance quand ils avaient fait un speech sur lequel ils supportaient les cinémas et voilà et le retour en salle, mais qui dit que le film Roadhouse a été utilisé en gros pour comme un film un peu interchangeable quoi pour leur catalogue. Bon, c'est un film de catalogue comme on dit quoi, un film vraiment comme ça pour avoir un truc à sortir sur voilà un film vidéo, de contenu pour le coup, mais voilà oui c'est un peu dommage, on avait déjà parlé, c'est une triste réalité que Prime Video ne prend pas encore au sérieux les films ou le cinéma, parce qu'ils ont toujours ils en sortent quelques-uns quand même. Ils ont sorti Air au cinéma l'année dernière par exemple. Pas partout du coup. Pas partout, ouais. Là, Beekeeper c'est pareil. Beekeeper on l'a pas. Pareil, nous on l'a pas. Hein. C'est aux États-Unis, il est sorti et je crois que donc pas mal de trucs au monde, mais chez nous, parce que je pense qu'il y a la chronologie des médias, du coup ils veulent pas le sortir quoi. C'est ça aussi, ouais. Après j'ai vu le trailer, moi, ça m'a donné plutôt envie. Je trouvais que c'était bien filmé, donc je suis quand même curieux de voir le film. Et on verra si, est-ce qu'il mérite de sortir au cinéma, mais ça se dit pas. C'est pas cool. Mais j'espère qu'il sera bien. Ensuite, on a des infos sur Netflix qui a signé un partnership. Un partenariat. Je dis un partenariat de plusieurs films avec une compagnie, un studio d'animation japonais que tu connais, que moi je connais pas, donc je vais te laisser en parler. Oui, ils ont signé avec le studio Ponok, qui avait fait Marie et la fleur de la sorcière en fait. Donc c'était des anciennes Ghibli. Ça ressemblait beaucoup à du Ghibli d'ailleurs, Marie et la fleur de la sorcière sur les visuels. Ils ont sorti, il y a aussi, ça j'avais pas entendu parler, mais il y a Hero Modeste sur Netflix qui est une, je crois,
3 ou 4 courts-métrages, c'est une compilation court-métrage. Et donc ils ont signé un partenariat pour plusieurs films. Et le premier film qui va sortir, il s'appelle The Imaginary, qui va être réalisé par Yoshiyuki Momose, qui a travaillé sur Le Voyage de Chihiro. Et ça arrivera cette année sur Netflix, plus tard dans l'année, quoi. Et l'histoire, c'est une jeune fille et son compagnon imaginaire découvrent un monde magique de créatures et des lieux jamais vus auparavant, mais une force sinistre va essayer, va les menacer et de les détruire. Voilà. Ok, après Netflix, eux, ils ont toujours un peu quand même mis l'animation. Il y a quand même des bons trucs d'animation sur leur catalogue en général. Donc, ouais. Donc ils se foutent, souvent ils se foutent pas de notre gueule sur ça. Donc potentiellement ça peut être un très bon film qui sort cette année. Du coup. Ouais, sur ça, je suis d'accord qu'ils mettent vachement en avant l'animation, parce que là ils vont sortir un DreamWorks avec Orion, il s'appelle. Le film il sort je crois voilà, février donc ouais, ils ont l'air de mettre beaucoup. Puis nous on en a déjà parlé de certaines choses qui sont on en a parlé plus tôt, par exemple on a parlé de plusieurs choses qui sont sorties là-bas. Moi j'ai regardé Nimona que je trouve super, enfin ouais, sur l'animation ils y mettent vraiment le paquet. On avait parlé de One Piece aussi, du reboot. Donc ouais, l'animation chez Netflix c'est pris au sérieux, et là à voir, quoi, ça peut être cool. C'est un studio qui a fait un film sympa, donc voilà, quoi. Ouais, enfin ils ont sorti Arcane, ils ont sorti ouais aussi. Comment s'appelait le truc japonais là qui sortait chez eux. Bon après des fois ça vient pas de leur studio, c'est mais voilà, en tout cas ils distribuent beaucoup de trucs sympas d'animation sur leur catalogue. Alors que les films live, c'est un peu plus compliqué, et on va le voir tout de suite, parce que le film Loup-garou, donc du jeu Loup-garou, que je pense que tout le monde connaît, le jeu de société du Loup-garou, va sortir, est un film Netflix français, réalisé par François Uzanne, avec notre ami Franck Dubosc, notre ami Jean Reno et Jonathan Lambert, qui sortira sur Netflix en 2024. Ista, tu l'attends? Ah, de ouf. Un Franck Dubosc, ça se refuse pas. Mais par contre, je sais pas, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il a fait François Uzanne, et je n'ai rien vu du tout de ce qu'il a fait, donc mais ouais, non, Jonathan Lambert et Franck Dubosc, ça sent la comédie, quoi. Ça sent la comédie débile française. Apparemment, ça devrait ressembler à Jumanji. Ah. Donc ils devraient peut-être se rentrer dans le jeu. Oh putain, j'ai tellement pas envie de voir ça. Ouais. Et puis qui a envie de voir un loup-garou avec Franck Dubosc et Jean Reno? C'est genre des mecs qui ont 80 ans. Oui, c'est vrai aussi. Faudrait peut-être renouveler vos acteurs là, je sais pas, il y a des acteurs jeunes en ce moment-là. Enfin bref, c'est peut-être côté comme parce que bon là c'est des acteurs connus, mais bon moi ça me tente pas du tout. Et ça va être dans la moyenne des films Netflix nuls qu'on a chaque année, je pense. Ouais, mais ça montre aussi la tendance de faire des adaptations de jouets et de jeux de société qui en ce moment. Bah oui, là on est en plein dedans, même en France. Même en France, effectivement. Alors pour parler d'adaptation un peu bizarre, on a un film d'animation, Ista, qui va sortir, qui est un peu chelou. Effectivement. On a un film d'animation, Bob le bricoleur, qui arrive. Incroyable. Donc c'est en préparation, c'est avec Anthony Ramos qui fera la VO. Et c'est un film qui est produit par Jennifer Lopez, donc c'est chez Mattel Films, hein, comme Barbie. Bon, après on sait pas qui c'est qui va le distribuer ou quoi, si c'est Warner ou pas. En fait ça me paraît random as fuck. Enfin quand j'ai vu ça j'ai dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que Bob le bricoleur c'est vraiment une série d'animation de 10 minutes qui passait à la télé, et c'était vraiment un truc pour les gamins, quoi, hein, ouais, même les petits enfants, franchement. Ouais, voilà. Donc j'ai du mal à voir un film. Bon après ils ont fait ça avec Dora, hein, donc mais je l'ai pas vu le film Dora, mais c'est pas la première fois. Ouais, mais après c'était un film live, là c'est un film d'animation. C'est vrai que c'est un film d'animation, ouais. Avec le mec qui a joué dans le dernier Transformers, c'est tout. c'est complètement. Enfin là on a vraiment des adaptations de tout et n'importe quoi. Bon après c'est une adaptation, je pense Bob le Bricoleur, il y a dû peut-être avoir des trucs, tu vois, mais qu'il y a vraiment un truc. Je crois que c'est Mattel Film qui fait Oui, je l'ai cité, ouais, c'est Mattel. Ouais, donc voilà, quoi. Bon, moi, ça m'intéresse pas du tout, ces conneries. C'est pour ça que je disais comme Barbie et tout. Ils vont faire plein de choses de leur catalogue comme ça. Ouais, bah là, ça va être la mode. Mais ça se trouve, cette mode, elle va se cracher aussi vite qu'elle est arrivée, tu vois, je me dis. C'est possible aussi. Hein. Sauf Barbie, ça a marché parce qu'il y a un gros effet de com, et puis là, ça va faire que chuter, et toutes les adaptations comme ça. Barbie, même qu'on l'aime ou pas, il y avait quand même une vision derrière aussi. C'était pas... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le film, il a fait 1,5 million. Ils ont créé un phénomène Barbie sur la marque, quoi. Voilà, et surtout Barbie, c'était connu de tout le monde. Là, enfin des trucs, là, il y a des trucs de n'importe quoi qui sortent. Moi, je connais même pas les noms, même pas ce que c'est, tu vois. Donc bon. Ouais.
C'est vrai. Non, écoute, c'est la faux what the fuck de l'épisode, hein, parce que je sais pas trop quoi penser. On verra les premiers trailers, peut-être ça va être épique. On sait pas. Et on a une info qui, elle, nous hype plus, du coup. C'est Duncan Jones, donc celui qui a fait Source Code, Moon et son dernier film Warcraft, il me semble. Non, ce dernier c'est Mute, mais Warcraft c'est non, juste mais non, avant. oui, ok, c'était juste avant Warcraft, mais bon, voilà, qui est un habitué qui lui aussi a fait des adaptations. Et que là, je suis en train de me rendre compte que j'ai vu en fait que j'ai vu qu'un film de lui, c'était Warcraft. En fait, j'ai pas vu ces moi, je te conseille Moon et Source Code, qui sont des super films. Hein. Moi, je les aime beaucoup. Ouais, Moon, c'était très, très réputé. Ouais. Et qui réalise un film Rogue Trooper. Donc, Rogue Trooper, ça suit l'histoire de 19, un fantassin génétique qui se retrouve seul survivant d'une unité de soldats d'élite largués sur une planète dangereuse pour massacrer les forces d'opposition. Lorsque toute son escouade se fait tuer, le héros cherche à retrouver le traître qu'il a vendu. Lui et ses camarades, le super soldat étant accompagné de 3 coéquipiers tués au combat, dont les personnalités ont été stockées dans son arme, son casque et son sac à dos. Et ça, c'est un film d'animation, donc un film d'animation de SF, assez spécial, hein, et assez spécial dans son animation. Pourquoi Ista? Pourquoi assez spécial dans son animation? Alors c'est spécial parce que ça va être un film d'animation 3D, voilà, mais il va être fait avec le Unreal Engine 5, donc le moteur de jeux vidéo du studio Epic Games. Un des moteurs les plus utilisés depuis ces 10 dernières années dans le jeu vidéo, je pense. Complètement. Ouais. Et ouais, donc ça c'est nouveau, je crois. Enfin, ça n'a jamais été fait. Un film sur un utilisé comme. En tout cas, moi ça me parle pas. J'ai jamais entendu ça. Après peut-être. Pas non plus. Mais en tout cas, des films de gros budget, je pense pas que ça ait déjà utilisé. Voilà, je pensais peut-être à, Final Fantasy Créature d'Esprit, mais c'était il y a longtemps, et c'était pas Unreal Engine. Non, pas Unreal Engine, c'était pas le Unreal Engine 5, c'est très dur. Ouais. Mais ouais, enfin, je sais pas, je sais, peut-être il y a des films qui ont utilisé cette technologie, mais un film d'animation 3D qui est potentiellement un gros budget, je pense, en tout cas un budget assez conséquent, je l'ai jamais entendu, hein. Non. Jamais entendu ça, quoi. Ouais, pareil, je crois que c'est vraiment nouveau, hein. Mais peut-être ça, un jour ça fera arriver, il y a beaucoup de gens qui avaient le rêve de voir des films Warcraft, mais comme les cinématiques de l'époque. Et peut-être un jour ça arrivera, si ça marche, peut-être, hein, on sait pas. Je pense que ça va être un gros test, hein, ouais. C'est ça. Que c'est supervisé par Rebellion. Donc Rebellion ils ont le catalogue 2000 AD. 2000 AD, c'est une maison de comics, une société de comics. Donc justement, c'est une adaptation d'un comics, Rogue Trooper, voilà, qui appartient à 2000 AD. On a aussi appris qu'il y avait un casting vocal, qui est pas dégueu. Ouais, qui est pas dégueu du tout. Tu peux nous citer 2-3 noms connus de tout ce casting? Ouais, alors le rôle principal, c'est Anne-Rine Barnard, qui a joué dans Dunkerque, donc il fait le Rogue Trooper. Il y a Ellie Atwell, voilà. Il y a Jack Lowden, il y a Daryl McCormack, Rhys Shaw-Smith, Jemaine Clément, Diane Morgan, Alice Lowe, Asa Butterfield, de Sex Education, et on a aussi Sean Bean, voilà, du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones. Qui va sûrement mourir du coup très rapidement dans cette station. Et ouais, bah écoute, c'est peut-être une proposition assez originale. Faut voir où est-ce qu'il va être distribué ce film, parce que j'ai pas envie qu'il finisse sur des plateformes. Ouais, je sens qu'il va le finir. Je sens le Netflix, il fait hey, coucou. On aime bien votre idée, Duncan. Donc voilà, mais ça te hype toi, j'imagine. Oui, ça me parce que déjà j'aime beaucoup Duncan Jones, et le voir revenir, ça me fait plaisir de ouf. Il y a aussi Duncan Jones, il a parlé du film Dredd, et c'est pour ça que ça me fait un peu peur. Tu sais, le film Dredd était sorti en DVD et en VOD, pas sorti au cinéma. Donc quand tu parlais, moi ça me fait un peu peur aussi que ça sorte ce film-là. Après Dredd, je pense que c'est parce que c'est la 2000 AD du coup le studio qui avait sorti le film, mais il a eu quand même un gros Enfin, je me souviens de Dredd quand il est sorti, il y avait quand même beaucoup de gens qui en parlaient du film. Et même le film, je trouve plutôt pas mal, moi. Et moi, j'ai bien aimé aussi. Ouais, mieux que celui avec Stallone. Mais du coup, peut-être que pour le coup, il était un peu pris au sérieux, et donc du coup, peut-être que maintenant, il y a une petite renommée autour de ce studio ou quoi, tu vois.
J'essaie d'être positif. Hein. Ouais, peut-être. Bah, écoute, j'espère. Moi, j'espère que ça sortira au cinéma. Mais après, même si ça sort au cinéma, je suis pas sûr que ça. Bah, le truc, il est quand même un peu obscur. Donc, à voir. Faudra qu'ils arrivent à le marketer bien et tout, quoi. Donc, Mais après, de toute façon, là, il a annoncé que la période de post-prod allait commencer et qu'il devrait être prêt pour l'année d'après, donc 2025. Donc, il y a le temps de voir venir pour le coup. ouais, bah, on en reparlera quand on saura où ça sort. Mais, là, on a eu pas mal d'infos d'un coup. C'est sorti d'un coup, comme ça. Ça fait plaisir d'avoir des news de Duncan Jones pour ma part. Je suis content qu'ils reviennent, quoi. Ensuite, on passe à Paramount. Qu'est-ce qui se passe chez Paramount, Al ? Alors, Paramount et Skydance pourraient merger, donc fusionner. J'ai vu un article qui disait que Paramount a une valeur marchande, je crois, de 9 billions, donc 9 milliards chez nous, Ouais, et Skydance de 4 milliards, donc Paramount... Voilà, très gros studio légendaire qu'on connaît depuis longtemps pour les films avec James Bond, avec Tom Cruise, du coup Mission Impossible, Top Gun, tout ça. Je crois que c'est eux qui font Star Trek aussi. Ouais. Et bah ici on a Skydance qui a aussi fait les Missions Impossibles, Top Gun, enfin, pas mal de films. En fait, ils ont pas mal fait de collaboration déjà avec Paramount, Star Trek aussi, c'était eux. Et bon, par contre, ils ont fait plein de trucs. L'année dernière, ils ont fait Air avec Ben Affleck, Transformers Rise of the Beast. En fait, ils ont déjà collaboré plein de fois avec Paramount, mais cette fois-ci, ils parlent de merger, donc de fusionner. Et donc, c'est un truc qui est depuis ces dernières années qui arrive de plus en plus souvent. Hein. En tout cas, qui voilà, de fusionner les forces de deux gros studios pour être beaucoup plus forts et beaucoup plus libres sur certains trucs. Écoute, moi, je sais pas ce que c'est. En fait, vu qu'ils ont déjà travaillé ensemble et tout, ça paraît logique, quoi. Hein. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas un truc de fou, genre Disney rachète la Fox, tu vois. Oui, c'est ça. Ou parce que moi, quand t'as dit les fusions et tout, ça m'a fait penser aussi au milieu du jeu vidéo en ce moment où il y a eu la fusion Microsoft Activision, où il y a beaucoup aussi de fusions en ce moment là-bas. Mais ouais, non, mais cela, ce serait logique. Même s'ils ont fait d'autres trucs pour d'autres, j'ai vu qu'ils ont fait. On avait parlé dans le flop de Ghosted, par exemple. J'ai vu que c'était eux aussi. C'est Skydance. C'était pour Apple sur le coup, donc ils font quand même d'autres trucs. Ils font pas que avec Paramount, mais j'ai l'impression que la plupart de leur production c'est quand même avec Paramount, donc ce serait juste plutôt logique, quoi. Parce que Top Gun et Mission Impossible c'est eux, donc voilà. Ensuite, chez Universal, qu'est-ce qu'on a chez Universal, Ista ? Alors on a une news encore improbable après Bob le bricoleur. On a un nouveau film Lego. Youpi, j'aime bien les films Lego. Mais alors le truc. Alors, l'info, c'est que le film s'appelle Piece by Piece, comment on dit, voilà, pièce par pièce, quoi. Donc ça sort le 11 octobre. C'est réalisé par Morgan Neville et c'est produit par Pharrell Williams. Et le film, c'est un film Lego qui est un documentaire sur Pharrell Williams. C'est ça, sur la vie de Pharrell Williams, ce qui est très bizarre. Mais au moins, c'est une façon un peu spéciale de faire un documentaire et Au moins, c'est pas un biopic, quoi. Oui, tu vois, genre ça peut être un truc assez drôle, tu vois. Peut-être une approche assez nouvelle. Et plus, ils sont entourés d'un réalisateur qui a gagné un Oscar, j'ai vu, pour un documentaire, donc c'est pas entouré de n'importe qui pour le coup. Ouais, je crois que pour Pharrell Williams, il s'est bien s'entourer. Mais je me demande c'est pour quel public, quoi. Parce que ça, un documentaire sur Pharrell Williams, tu vas venir voir tes gamins voir un documentaire sur Pharrell Williams. Non, mais de toute façon, c'est un documentaire, donc déjà personne va emmener ses gamins voir un documentaire. Mais après, je sais pas, ça peut être une approche pour ceux qui aiment bien les documentaires. Je pense que ça peut être sympa, tu vois, de découvrir un nouveau truc. Après, il faut voir le trailer. En fait, ils disent ça, mais il faut voir le trailer et tout. Je sais pas comment ça va être fait, tu vois. Mais voilà. De toute façon, on va le voir bientôt, c'est le 11 octobre. Mais moi, ça me passe. Je vais pas dire ça me hype, mais en tout cas, ça, tu vois, j'ai envie de voir ça quand même. Curieux. J'ai envie de voir ce que c'est. Oui, t'es curieux, c'est sûr. Ouais. De voir s'ils ont fait des nouveaux trucs avec, tu vois. Ouais, je suis curieux de voir ce que c'est, mais j'avoue que là, je suis très sceptique. Ça me paraît. Oui, c'est très bizarre, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, pour le coup. Aussi, ouais, c'est vrai. Un documentaire Lego incroyable. On verra, peut-être ça va cartonner et tout, on va rien comprendre. Après, on a des surprises. Hein. Ensuite, on a des infos du film Monkey Man, là, qui buzz depuis le sortie du trailer, là, avec Dev Patel, qui est un genre de John Wick avec Dev Patel qui tabasse tout, là. Et on a appris, en fait, qu'en 2021, c'était Netflix qui avait payé 30 millions de dollars pour le film. Ouais. Et que maintenant, avec l'aide de Jordan Peele, le film est transféré à Universal et donc il sortira en salle en avril, il me semble.
Et chez nous, je crois pas qu'il y ait encore de date de sortie. Mais en tout cas, il sortira donc bel et bien en salle. Après avoir été passé par Netflix et a dépensé 30 millions d'euros pour l'avoir. C'est très, très étrange encore. Et ouais, Universal l'a racheté derrière, là, je pense. Ils ont dû rembourser leurs 30 millions. Jordan Peele, merci. Merci, tu nous fais sortir les films en salle. Après, je sais pas du tout ce qu'il a produit aussi, je crois. Hein. Oui. Mais je sais pas du tout ce que va valoir le film, hein, pour le coup. Un genre de sous John Wick. Après, la bande-annonce, ça donne un peu envie, mais oui, faut voir, quoi. Après, t'as l'impression que c'est Dev Patel, il s'est dit, vas-y, j'arrive pas à être au premier plan de film d'action, bah, je vais faire mon film à moi. Parce que c'est réalisé par Dev Patel, hein, donc avec lui en premier rôle. Il est en mode, maintenant, c'est mon tour. Voilà, vous allez voir ce que je sais faire. Alors ensuite, on a des nouvelles de Last of Us, saison 2. On a eu des noms de réalisateurs pour les épisodes. Alors, on a Mark Millowd, qui a travaillé sur Succession. On a des nouveaux noms, voilà, ça c'est les nouveaux noms. On a qui n'étaient pas sur la saison 1. On a Nina Lopez Corrado qui a fait du Perry Mason, donc ça c'était une série HBO il me semble. On a Stephen Williams Watchmen qui était une série HBO. On a Cateron, alors là c'est une série Disney+, qui a travaillé sur la saison 1 de Loki. Et on a Peter Howard, lui qui avait fait déjà l'épisode 3 de la saison 1, le fameux épisode 3 dont tout le monde avait parlé. Et on a aussi Greg Mazin et Neil Druckmann qui retournent et puis qui sont en tant que showrunner, hein, comme la saison 1. Donc voilà. Donc c'est des noms plutôt sympathiques, Al. Bah après là ils ont pris tout leur catalogue HBO, tous leurs potes quasiment, sauf celle qui était sur Loki. Mais donc du coup ils ont pris que des gens qui ont travaillé dans leurs séries qui sont plutôt bien renommés, hein, je pense Watchmen, Succession et la première saison de Last of Us, c'est quand même des séries un peu cadors de chez eux. Donc c'est entre de bonnes mains, je pense, c'est cette saison 2. Après bon, moi je connais pas, j'ai pas regardé Succession ou quoi, mais de ce que j'entends, je sens que c'est quand même un peu quali, donc donc voilà. Après moi je suis confiant sur la saison 2, même si j'avais pas trop kiffé la saison 1, mais je trouve que c'était quand même un truc bien produit, quoi. C'était pas une série oui, on est d'accord. Ouais. Ça manquait un peu de zombies, moi je trouvais que ça manquait, enfin d'infectés, quoi. Ça manquait un petit peu, quoi. Mais sinon c'était quand même, comme tu dis, oui, c'était bien fait, quoi. Pour moi ça manquait d'intérêt, c'est tout. Ouais, quand t'as fait le jeu, c'était un peu, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est pour ça l'épisode 3 avait beaucoup fait parler aussi, parce qu'il s'éloignait du jeu. Et toi t'avais beaucoup aimé, je crois, l'épisode 3, non? Ouais, je pense que c'est peut-être le meilleur, hein. Je suis d'accord. Ouais. Ensuite, on a des infos du DCU et pas le DCEU parce que c'est fini le DCU. il rajoute un coup. On a des infos sur l'oubli, enfermé, cloué, pardon. Le mec qui part en distract ici. On a des infos sur Supergirl, puisque en fait Supergirl qui devrait apparaître dans Superman Legacy. On avait des infos, on a des rumeurs qui étaient pas trop des rumeurs, mais voilà. Mais James Gunn, il dit qu'il a rien dit. Après, il a rien dit, mais ça se savait qu'il y avait des gens qui passaient des castings, et on avait la finale des castings apparemment entre Meg Donnelly et Millie Alcock, et c'est Millie Alcock qui a décroché le rôle de Superman Legacy, donc de Supergirl, pardon, et donc qui sera la Supergirl de Supergirl Woman of Tomorrow, qui devrait tourner cet automne. Et donc Millie Alcock, on l'a vu où? On l'a vu une fois, c'est dans House of the Dragon, dans la première partie, elle joue Rhaenyra, du coup un des personnages principaux, jeune, et moi je la trouvais déjà super, et ouais, moi je suis chaud. Après apparemment, là tu vas en parler, mais elle colle plus à un Supergirl de ce comics là, du coup. Oui, non, le comics Woman of Tomorrow, la Supergirl est un peu plus moins je dirais évangélique, moins, elle est plus punk apparemment, c'était ça. Voilà, c'est le côté punk, elle est plus renfermée, plus la première fois qu'on la voit, elle est dans un bar en train de se bourrer la gueule, tu vois, donc bon, c'est pas l'image de Supergirl qu'on se fait généralement, tu vois, mais oui, tu vois, genre c'est pas la blonde toute belle, c'est ça, qui est parfaite, tu sais, oui, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que Millie Alcock colle plutôt bien physiquement à ce côté-là, ouais. Mais d'ailleurs, en fait, James Gunn, il a pensé comme toi, hein, parce qu'il a dit, c'est le premier truc qu'il a envoyé à Peter Safran. Il a dit, elle serait trop bien en Supergirl. Il y a un an, quand il a regardé House of Dragon. Donc, c'est... pour moi, j'ai jamais dit ça, moi. Quand je regarde House of Dragon, pourquoi tu dis comme moi? J'ai pas compris. Non, mais t'as dit qu'elle était vachement bien. Ah oui, pareil, ok.
Oui, bah C'est après, ça. il a dû la voir dans House of Dragon et il s'est dit, ah, putain, peut-être potentiel choix pour être Supergirl. Et il avait raison, puisqu'il l'a casté après. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, Après, voilà. elle a comme dû faire des tests, tout ça. D'ailleurs, il y a eu un peu des news sur elle a dû porter le costume et tout. Je sais pas quel costume ils lui ont donné. Ils lui ont peut-être donné le costume. Voilà. Peut-être celui de Sacha Caillé. Hein, je ah bah pense. oui, oui. Ouais. Parce qu'on sait aussi que David Corn ensuite il a testé le costume de Henry Cavill hein, aussi. Hein. Oui, bah après, ils testent les vieux costumes pour voir si ça, même si c'est pas celui ça. qui va être utilisé, c'est pour avoir une petite image de ce que ça donne, quoi. C'est ça. On va du côté de Disney. Ouais, il y a beaucoup de choses chez Disney. Il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe notamment dis-nous tout. Alors, bah, chez Disney, on a un truc qui est assez rare, c'est le film Young Woman and the Sea. Donc bon, c'est pas un film qui m'intéresse, hein, mais voilà, mais c'est juste pour le fait que ce film-là, qui était destiné à être sur Disney+, qui devait sortir cet été, avec Daisy Ridley dedans, et bah Disney voudrait potentiellement le faire sortir au cinéma, en fait. Le 31 mai, il y a une date qui est un peu en vue, et donc ce serait peut-être une des premières fois qu'un film qui était destiné de base pour Disney+, sorte en salle. Parce que bah Disney fait machine arrière, comme Apple a sorti ses films, là c'est avec Argyle, c'est le 3e film d'affilée qui sort au cinéma au lieu de leur plateforme. Bah là ils commenceraient à faire machine arrière et sortir leur film au cinéma parce qu'ils se rendent compte que peut-être que c'est peut-être plus rentable pour eux, peut-être mieux pour eux en fait finalement. De faire effectivement, ça, ça a bien pris hein, chez Apple. Napoléon a quand même pas mal cartonné. Killer of the Flower Moon n'a pas fait un score dégueu non plus. Mais en fait, comme donc, c'est des films qui ne visent pas la rentabilité salle, en fait, le fait qu'ils, même s'ils se remboursent pas en salle, ils sortent dans la foulée pour alimenter leur catalogue. Et donc, en fait, c'est pas vraiment un problème. Et ils ont négligé beaucoup de temps les plateformes, la potentiel d'argent qu'ils peuvent recevoir des salles dans leur début d'exploitation. Et là, ils commencent à faire machine arrière. Et bah moi, je trouve ça cool parce que je préfère le cinéma à regarder chez moi sur ma télé. Mais bon. Ouais, non, mais c'est intéressant de savoir que de toute façon, que Disney+, ils sont en train d'expérimenter, comme la plupart des plateformes. Bon, j'ai l'impression que Netflix ne veut toujours pas sortir de choses au cinéma, mais Disney+, oui. En tout cas, ils y réfléchissent et c'est intéressant. Ils font machine arrière. D'ailleurs, petite transition aussi, mais ce qui se passe chez Star Wars, c'est à peu près pareil. Si c'est vrai que c'est la saison 4 de Mandalorian, le film The Mandalorian et Grogu, donc ça va sortir au cinéma, donc ça va être tourné cette année. Et on a une date même de tournage, ce serait le 17 juin à Los Angeles. C'est confirmé que ça sortira au ciné ? Ou c'est pas encore... Il me semble que oui. Hein. Ok, bon bah d'accord. Oui, Moi j'étais en mode non, ça va être sur Disney+. Mais ok, bon, peut-être ils vont le sortir au ciné, mais je pense qu'il aurait précisé si c'était sur Disney+ dès le début, mais après... C'est vrai. Et il y a un autre film d'ailleurs Star Wars qui rentre en production cette année, Ista. Ouais, c'est le film de Charmen Obaichinoi, donc c'est le film sur le personnage de Rey. Donc lui, il était listé, il devait commencer en 7 avril, il a été repoussé en mai 2024 pour le moment, donc on verra. Le tournage. Hein. Le tournage, oui. Par contre, le tournage. Donc voilà, mais ouais. Mais je crois qu'on avait parlé dans le dernier épisode des dates de sortie, ce serait pour 2026, il me semble peut-être. C'est ça. En tout cas, c'est ce qui se dit. L'année prochaine, ça va être Avatar normalement. Ouais. Donc oui, ce serait la fin d'année prochaine et ils comptaient en sortir 2 la même année potentiellement. Donc en 2026, ces 2 films-là. Ouais, c'est ça. Et à suivre cette histoire. On passe du côté rouge, du côté Marvel. Ouais. J'ose dire même du côté reshoot ou pas? Oui, tu peux dire du côté reshoot. Parce qu'il y a beaucoup de changements là chez Marvel. Ils retravaillent un peu tous leurs projets. Tu sais, il y a plus d'un mois, on pensait que ça a changé, mais en fait, le changement n'est pas fini, ça change encore, là. Il y a encore un gros shake-up. On le savait, Captain America, il a été réécrit, remanié. Et là, les reshoots sont apparemment prévus, pour être de février jusqu'à mai. Donc, 4 mois de reshoot, c'est un tournage, complet. Oui, il faut un nouveau film. Hein. Ouais, là, clairement. Après que Matthew Horton, du coup, le scénariste, ait réécrit le film, apparemment. Et on a des changements, on a des pistes de changements sur le script. Oui, donc normalement il aurait dû y avoir la Serpent Society, elle serait complètement enlevée du film. Les premières scènes d'ailleurs de la Serpent Society, c'était avec Captain America, Falcon et Isaiah Bradley. Donc ça ce serait logiquement enlevé quoi. Mais il y aurait le personnage de Diamondback joué par Rosa Salazar qui pourrait survivre à la nouvelle version du film. Voilà, ça c'est pour Captain America. On a aussi Ironheart qui va partir en reshoot.
On sait pas combien de mois, je crois pas qu'on sait, non, on sait pas combien de mois, mais ce serait pour Q1 2024, donc le premier trimestre, donc là quoi. Ouais, c'est ça. Donc la série Marvel de 6 épisodes qui avait fini d'être tournée. Je crois que c'était fini. Qui va partir en reshoot. Mais vu la nouvelle direction, est-ce que potentiellement une grosse partie de ce qui était prévu va pas changer? Je pense que si. Je pense que si. S'ils font des reshoots maintenant, si. Ça va complètement changer. Et ce qui se dit, c'est qu'ils vont peut-être le lier à Armor Wars. Peut-être ils sortiraient Armor Wars en genre... Parce que Ironheart, il se murmure que ça sortirait l'année prochaine, 2025. Fin 2025, automne, je crois. Et peut-être qu'il ferait Armor Wars en printemps 2026, tu vois, pour lier les deux. Ok, ouais. Et il y a aussi le film Les 4 Fantastiques, qui a eu du changement. Bon, lui, il est pas encore entré en tournage. Mais le script des 4 Fantastiques est apparemment en train d'être réécrit, avec des nouveaux scénaristes qui sont là pour écrire le script, et que le script devrait être fini dans un mois ou deux. Donc apparemment les nouveaux scénaristes, ce seraient Scott Neusdatter et Michael Weber. Je pense que j'ai complètement défoncé leur nom, je suis désolé. C'était les scénaristes de 500 jours ensemble et de Disaster Artist, tu te souviens, avec James Franco. Oui. Et apparemment ils le réécrivent pas complètement, mais ils réécrivent une bonne partie du film, donc je pense pour être en accord avec la nouvelle direction que a pris le studio. Et ils ont pas énormément de temps, puisque apparemment le tournage serait pour août 2024. Donc voilà, le casting, le fameux casting qu'on connaît tous n'est toujours pas annoncé officiellement, mais voilà quoi. Ça va arriver, je pense, quand même à un moment, mais ouais. Mais quand on regarde le profil de Scott Neusdatter et Michael Weber, je sais pas si je le dis mieux, en fait ils ont fait beaucoup de la comédie romantique, et moi je pense que c'est vraiment pour écrire des passages entre Red Richards et Susan Storm. Et oui, il a peut-être la première comédie romantique non, il y avait Thor 4 quand même, qui était pas oui, non, mais bon, pour mettre peut-être plus de romance et ce genre de choses entre dans le couple, quoi. Voilà. On a beaucoup de news de Thunderbolt qui arrive l'année prochaine. Alors, donc on avait parlé du fait que Steven Yeun était parti du projet, avait dû partir du projet pour des raisons de planning. Eh bien, il a été remplacé par Lewis Pullman, donc qui a été casté en tant que Sentry, le personnage Sentry dans Thunderbolt. Lewis Pullman, qui a joué dans Top Gun Maverick et dans Le Son of Chemistry, la série Apple avec Brie Larson. Moi, je me rappelle surtout de lui d'ailleurs dans cette série. Je le trouve pas mal, et je trouve que pour le personnage, c'est pas déconnant. Ouais. Ça peut le faire. En fait, c'est un personnage qui a une double personnalité. Il a une personnalité où il est un peu peureux et tout comme ça. Et je trouve que Lewis Pullman, il a le truc un peu où il peut faire un peu le mec un peu pas sûr de lui, tout ça. Et puis après, il faut qu'il fasse le mec badass aussi quand il est en deuxième personnalité, quoi. Alors, ce qui se dit, c'est que Laurence Fishburne, donc qui joue Goliath c'était dans Ant-Man 2, et Rachel Weisz, qui joue la mère de Black Widow dans Black Widow, pourrait reprendre le rôle donc de Bill Foster et de Melina Vostokov dans Thunderbolt. Tellement hypé. Ces deux personnages un peu osef. Laurence Fishburne, je me souvenais, mais j'avais oublié. Il était dans. Oui, mais normalement il est censé avoir des pouvoirs, grandir et tout, mais il n'a pas du tout de pouvoir dans Ant-Man 2. C'est juste un mec lambda qui avait Ghost. Mais après, je pense que c'est parce qu'il y a Ghost dans le film qu'il est là, et Rachel Weisz, et je pense parce qu'il y a Red Guardian qui a un rôle dans le film aussi. Et il y a Yelena aussi. Et Yelena, oui, c'est vrai, qui est dans le film. Donc je pense qu'ils vont être là très rapidement, mais. Voilà, pour relier avec les autres personnages, quoi. Mais bon. Un peu comme quand t'avais Pepper Potts dans le premier Avengers, ce genre de choses. Voilà, du truc comme ça, quoi. Ouais. Alors, il y a le directeur photo qui était censé être Steve Yedlin. Il a été remplacé par Andrew Droz Palermo, alors qu'il a travaillé sur Moon Knight, mais il a travaillé aussi sur A Ghost Story et sur The Green Knight. Mais encore une fois, un directeur de la photo, c'est bon quand il y a un bon réalisateur, en fait. Donc Moon Knight, je me souviens pas que la photo était particulièrement bien ou quoi. Ouais, mais The Green Knight, c'était beau. Mais oui, The Green Knight et Ghost Story, c'est incroyable. Mais après, c'est parce qu'il, je pense, travaille avec... j'ai oublié son nom. David. Non, c'est pas David. David Lowery. David. Qui, lui, ça fait une image qui est vraiment sublime, là, pour le coup. On verra comment ça sera traité dans le film. Mais bon. Oui, parce que là, en plus, on est sur un blockbuster et tout, The Green Knight et tout, c'est des petits films à petit budget. Donc, oui. Et puis, mais Moon Knight, si, il y a des plans sympas. Hein. Moi, j'ai revu parce que quand c'était annoncé, il y a des gens qui ont mis des tweets, ils ont mis des trucs. Et il y avait des trucs quand même sur la photo, sympa, plutôt sympa.
Moi, je me souviens juste du premier épisode où la photo, elle était ultra éclairée et tout. Oui, ça c'était dégueulasse. Mais non, du passage où ils sont en voiture, je crois, il y a un passage qui est horrible. Enfin, vraiment, bref. Ouais, tu sens les fonds verts et tout derrière, ouais. Ouais. Donc le film il serait tourné, là il commencerait en mars jusqu'à juillet 2024. Voilà, ça va être tourné à Utah, à Atlanta et à New York. Il y a Ayo Edebiri qui devait être dans le film, qui a été pareil comme Steven Yeun, problème de planning. Elle a été remplacée par Géraldine Viswanathan. Et elle a dit qu'elle était contente sur Twitter, je crois. Elle a dit que merci à Ayo Edebiri de ne pas pouvoir faire ça pour que je passe sur un truc Marvel. C'était assez drôle. Ouais, c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Mais de ce que j'ai entendu aussi, Ayo Edebiri, il voudrait la reprendre plus tard pour un plus gros rôle, parce que là, de ce qui se dit, ça aurait été l'assistante du personnage de Val, tu sais, du personnage de Valérie Louis Dreyfus. Donc, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'elle était devenue big. C'est ça, ouais. Et qu'elle était on va peut-être la mettre autre chose. Ouais. Ensuite, on a des infos sur Spider-Man 4, donc la suite de No Way Home. Oh mon dieu, fuyez. Vincent D'Onofrio a apparemment eu des discussions pour être dans Spider-Man 4 et qui cherche toujours un réalisateur, et ça correspondrait à ce que nous on voudrait, un film beaucoup plus street level pour le coup, et Kevin Feige et Tom Holland veulent apparemment que le film soit dans cette direction plus street level, mais hop Sony dit non. Sony apparemment voudrait faire revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield pour encore une histoire de multiverse. Ça va être un casse-tête ce Là, ils sont en train de se disputer dans la production. Ouais, coulisses, là, c'est en train de se... Tu fais un street level, mais avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Tu fais pas le film. Je pense que ça va être compliqué, là, de négocier avec Sony, là. Vu l'argent qu'ils ont eu avec No Way Home, là, ils sont convaincus qu'ils sont dans la bonne direction. Ouais, non, ça fait chier. Sony casse les couilles. Je sais pas, enfin, on veut tous enfin, je pense que ce que je vois les gens quand ils en parlent, ce que veulent les gens, c'est un film street level de Spider-Man Daredevil, quoi. C'est ce qu'on aimerait bien. Avec Vincent D'Onofrio en Caïd et tout. En plus, moi, le Caïd, je l'ai connu comme méchant de Spider-Man à la base dans la série d'animation des années 90. Donc pour moi, c'est plus lié à Spider-Man. Donc pour moi, c'est logique, tu vois. Et je vois bien un truc où Vincent D'Onofrio, où le Caïd, il a des méchants physiques avec lui, tu vois. Ouais. Voilà, un truc comme ça, un truc avec la mafia et tout. Enfin, ils peuvent mettre plein de méchants comme ça, il n'y a pas besoin de multivers. Enfin, voilà, quoi. Oui, moi, je suis d'accord, mais après, voilà, je pense qu'ils pensent à l'argent, ils se disent, ah putain, les gens, ils veulent revoir Toby et Andrew, et voilà, quoi. Bah, qu'ils fassent Amazing Spider-Man 3, alors, si, voilà. Ouais, qu'ils fassent rien du tout. Moi, je suis pour ça, moi. Ensuite, on a une petite info, sur Kaori. Un personnage qui est apparu dans What If, qui est un personnage qui saison 2. Ouais, qui est original, hein. Je crois pas qu'il oui. Qui a été créé pour la série, qui devrait faire son apparition dans un live action, ou en tout cas en termes de live action dans le MCU dans les 4 prochaines années, pardon. Donc apparemment ce personnage il a eu quand même un peu la cote, je pense, avec les producteurs, avec Kevin Feige, qui a dit de voir le personnage et il a l'air cool. Bah ouais, écoute, après je sais pas où ils vont le mettre, mais Secret Wars, non, je sais pas, les 4 prochaines années, il y aurait quoi les 4 prochaines années? Faut que je réfléchisse. Mais Avengers, ça se trouve, tu vois, donc bon, ils peuvent. Peut-être, ouais. Peut-être, mais ouais, le personnage a été plutôt apprécié, hein, là dans la saison de What If, les gens l'ont trouvé plutôt sympa. Son épisode d'ailleurs est, toi c'était ton épisode préféré de la saison de What If. Oui, c'est un épisode préféré. Ouais, ça a été pour beaucoup de monde, donc. Parce qu'on voyait autre chose, et donc voilà, et si on voit un perso qui est un peu original, ouais, ça peut être cool. Moi, je suis pour qu'il y ait des persos originaux, ou même moi, là, par exemple, Batman, moi, j'aimerais bien un méchant original dans l'univers de Batman. Enfin bon, après, Batman a tellement de méchants, super qui n'ont pas encore été adaptés, qui méritent d'être adaptés. C'est ça aussi. Voilà, mais il y a plein de super-héros qui ont des méchants pas fous, et moi, je suis chaud pour qu'ils créent des nouveaux méchants, tu vois. Bon, Shazam 2, ils l'ont fait, mais ils l'ont mal fait, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui, bah complètement. Et comme dernière info, qu'est-ce qu'on a, Ista, avant de partir à la chronique box-office? On a eu avant de parler de box-office, on va parler d'argent, quand même. C'est ça l'important au cinéma. Oui. En fait, on a eu le budget de Echo, et Echo, la série dont on a parlé dans le podcast. La série n'aurait coûté que 40 millions de dollars. Donc pour un projet du MCU, c'est très rare que ce soit si bas. Voilà, parce qu'en comparaison, Secret Invasion a coûté 212 millions de dollars et She-Hulk a coûté 225 millions de dollars. Ouais, donc, ça remet tout en perspective. Que 40 millions, on en avait discuté un peu en off. Il y a pas beaucoup de stars dedans.
Ouais. Il y a moins d'effets spéciaux, il y a moins de trucs comme ça, voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il parlait de succès pour la série. Parce que tu sais, on n'a pas les chiffres et je pense pas que la série était plus vue que Secret Invasion ou quoi. Mais au vu du fait qu'elle a coûté 5 fois moins cher, bah oui, potentiellement c'est beaucoup plus une réussite que Secret Invasion ou She-Hulk ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Comme s'il faisait un film à 40 millions de budget, s'il te fait un box-office de I Love the Marvel, c'est un succès, quoi. Oui, Mais bon, voilà. C'est, ouais. Tout est relatif en fonction de ce que tu as dépensé, quoi. C'est ça, effectivement. Donc, ouais, en tout cas, moi, je me dis, ils vont peut-être faire plus de séries street level si ça leur coûte pas cher et que ça marche, pourquoi pas, quoi. Après, le problème, c'est que c'est les castings qui coûtent cher, quoi. Aussi. Ouais. Samuel Jackson, il prend 20 millions, voilà, en fait, c'est des stars, plus tu les mets dans les films Marvel, plus ils ont de la renommée, plus, voilà, tu vas payer cher pour les avoir dans tes films, mais c'est normal, hein. Ils ont raison de profiter de ça, mais bon, faut que ça suive après, quoi. Et après, nous, on demande aussi à les revoir dans les séries et tout. Non, mais bien sûr, évidemment, donc, tu vois, Elisabeth Olsen, elle était beaucoup plus cotée, quand elle avait fait WandaVision qu'au début, son cachet, il a dû, je sais pas combien augmenter de fou, quoi. Ouais, complètement. Et puis maintenant, c'est peut-être une des plus grosses stars du MCU actuellement, hein, dans le personnage qui reste. Ouais, donc, voilà. Bah écoute, on va passer au box-office. Ouais, on va passer à la chronique box-office. On va parler des films de streaming qui ont été le plus vus l'année dernière, donc en 2023. Donc les 5 films les plus vus de l'année dernière en 2023 qui sont sortis en 2023. C'est Elemental sur Disney+, et après c'est 4 films qui sont sortis sur Netflix mais qui sont pas forcément des films Netflix. On a le film Leave the World Behind, You People, Super Mario Bros Movie et The Mother avec Jennifer Lopez, je crois. 4 films Netflix quand même et un film Disney+, Elemental qui a tout pété. Oui, vous auriez dû mieux le marketer, Disney. Voilà, la preuve encore. Bah écoute, ça m'étonne un peu, mais pas trop, en fait, ce top, pour le coup. Pourquoi ça t'étonne pas? En fait, ça m'étonne pas, Elemental, ça m'étonne absolument pas, vu le truc qui était là. Et après, bah voilà, il y a Super Mario Bros, m'étonne pas non plus. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Leave the World Behind, enfin, après, le fait que Netflix soit c'est la plateforme la plus cotée, bah voilà, il y a des films sur Netflix, forcément. Ça m'étonne pas du tout, quoi. Amazon Prime, ils ont sorti pas grand chose je trouve, sur leur plateforme, donc voilà, il y a rien qui m'étonne, tu vois, dans ce truc-là. Il n'y a pas Rebel Moon. Bizarre. Après, pour le coup, les films de fin d'année, c'est vrai que Leave the World Behind. Ouais, mais Leave the World Behind, il est sorti en novembre. Mais Leave the World Behind, il a tellement bien marché d'un coup que, bon. Ouais, ou début décembre, je sais plus, mais ouais. Il a sorti, début décembre ou fin novembre, mais en tout cas, il a tout pété d'un coup, lui, ce film-là. Ouais, complètement, c'est un truc de fou, ce qui s'est passé avec ce film, quand même. C'est celui-là, moi, qui me surprend, truc deuxième, quoi. C'est quand même fou, quoi. Ensuite, quels sont les films global, donc qui sont pas sortis l'année dernière, qui ont été le plus regardés, Ista, l'année dernière? En 10e position, on a Glass Onion. En 9e, on a Avatar, The Way of Water. En 8e, on a Black Panther, Wakanda Forever. En 7e, on a Frozen. En 6e, on a Sing 2. En 5e, on a Minions, The Rise of Gru. En 4e, on a Elemental. En 3e, on a Super Mario Bros. En 2e, on a Encanto. Et en 1er, on a Moana. Donc on a les 7 premiers sont des films d'animation. C'est ça, c'est les films d'animation, destination plus pour enfants, donc voilà, ça m'étonne pas, hein, les parents ils doivent faire tourner ça à la maison comme pas possible. Complètement. Ouais. Voilà, la preuve c'est que Moana, Encanto, trucs comme ça sont pas sortis cette année, donc voilà, c'est pas c'est pas devenu des phénomènes maintenant, donc je pense que voilà, c'est des trucs qui sont aimés par les enfants et qui tournent pas mal. Après voilà, à la fin du top, Glass Onion, Avatar et Black Panther, c'était parmi les gros films qui sont sortis sur les plateformes après, quoi. Donc ça m'étonne pas non plus. Oui, parce que ils sont sortis fin d'année 2022. C'est novembre, Black Panther, Avatar c'est décembre. Après c'est que en streaming, donc Black Panther et Avatar ils sont sortis en streaming cette année. Ça sont sortis en début d'année 2023, ouais. Et Glass Onion il est sorti dernière semaine de 2023, donc voilà, il a fait un gros carton. 2022. c'est compliqué les dates. Ouais. Donc moi rien ne m'étonne, c'est encore là, mais juste que bon voilà, on a le fait que les parents fassent tourner ça chez eux, c'est assez drôle. C'est vrai. On va parler on y a parlé plusieurs fois de elle, mais elle revient encore toujours. C'est Taylor Swift. Voilà, elle a fait un record historique avec son fameux film The Erased Tour, qui devient le film documentaire musical le plus lucratif de tous les temps, avec 261,6 millions de dollars. Elle dépasse le film This Is It sur Michael Jackson, qui est sorti en 2009, qui avait fait 261,2 millions de dollars.
Et en espérant que c'est la dernière fois qu'on parle de ce truc. Parce qu'à chaque fois on en parle. Ouais, bah ouais, il a fini par le dépasser, alors que c'était, au début on pensait qu'il allait le dépasser, après c'était moins sûr, et là finalement oui, c'est confirmé. Et donc voilà, les films concerts, il y a eu Beyoncé aussi il y a pas longtemps qui a pas mal pété. Là ouais, c'est vraiment un phénomène maintenant, les films concerts. Bon, moi je m'en fous un peu, mais c'est devenu un petit phénomène. Ouais, il y a l'air d'avoir un vrai truc avec ce genre de film musical, documentaire. Ouais. Je pense qu'on va en avoir d'autres qui vont arriver. Ensuite, on a des estimations pour Madame Web. Mais en fait, on en avait déjà parlé d'une estimation, mais là, en fait, elle est plus basse. Ça parle de 25 millions, donc au domestique, donc le box-office américain, sur les 6 premiers jours. Donc c'est pas sur le week-end. C'est sur les 6 premiers jours. Donc c'est nul. Voilà. Bah après, personne veut le film. Les acteurs trashent le film. Dakota Johnson, elle a changé d'agence parce que le film il a l'air de puer la merde. Enfin, il y a rien qui va dans ce truc-là et enfin voilà quoi. De toute façon, personne l'attend ce film. Il va se cracher. Et voilà. Elle a changé d'agence une semaine après la sortie du trailer. Tout le monde a dit what the fuck, ça a l'air nul. Et moi j'ai vu quelqu'un aussi sur un Discord qui a dit voilà, il a montré un screen. Ça fait 2 jours que j'ai pris mon ticket pour Madame Web. Il y a toujours personne. J'ai regardé, c'était mieux. Il y a toujours que lui qui est dans la salle. Donc voilà, ça va faire une Morbius quoi. Clairement. Ensuite, d'un autre côté, au niveau des estimations, des pré-sales, c'est Dune 2 qui pète tout. Parce que Dune 2 a lancé ses pré-sales, donc les pré-ventes pour aller voir le film. Et Dune 2 a craché le site de AMC pour précommander, pour avoir les pré-ventes. Donc ça annonce quand même que le film est très attendu, bien qu'il ait fait 400 millions le premier à sa sortie, mais c'était après la pandémie directement, donc voilà, c'est peut-être pas représentatif de la popularité du film. Mais là, le film est hyper attendu. On sent qu'il est quand même beaucoup plus attendu que le premier pour le coup. Ouais, complètement. Il y a eu aussi la billetterie qui a ouvert pour l'avant-première au Grand Rex en présence des acteurs, enfin en présence du casting. Et je crois que pareil, le site il a craché et je crois que tout est parti en même pas 5 minutes quoi. Ouais, voilà, fallait être présent quoi. Ouais, c'était une dinguerie. Ouais, donc il y a une grosse attente sur Dune 2, je pensais pas, mais ouais, ça va peut-être être peut-être le premier milliard de l'année, ça va peut-être être celui-là. Après, nous hypons pas de fou, 1 milliard, c'est pas encore fait, mais en tout cas, je pense qu'il va faire peut-être. Il va faire plus que le premier. Il va faire le double du premier. Moi, je le vois bien au moins faire ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Comme quoi, le premier a quand même convaincu pas mal de monde. Si beaucoup de gens veulent voir le deuxième. Ensuite, on a Godzilla Minus One, qui est devenu le 3e plus gros film en langue étrangère de tous les temps aux États-Unis. Voilà, ouais, gros succès du film, qui a eu des ressorties, qui a eu plein de trucs en salle et c'est mérité, c'est amplement mérité, c'est un super film. Voilà, on en avait parlé dans un podcast, on en dit notre avis, nous on recommande, c'est très très bon, voilà. Ensuite, on va passer au top 5 du box-office US pour commencer. Alors au box-office US, ça n'a rien à changer du tout par rapport à la semaine dernière. Donc Anyone But You est toujours 5e, suivi de Migration 4e, Wonka qui continue sa belle lancée en 3e, The Beekeeper qui est toujours 2e et qui a rapporté 6,6 millions ce week-end-là et qui a dépassé les 100 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est le premier film à débloquer le compteur. Et, premier film de l'année. De l'année, oui, a débloqué le compteur de la centaine de millions. Et Mean Girls, toujours premier, avec 7 millions de recettes cette semaine-là. Ouais, y a pas grand-chose à dire, parce que ça n'a pas bougé. Donc, ça a bougé, ça continue à lancer. Faudra voir pour Argyle, du coup, la semaine prochaine, qui va faire son entrée. C'est ça. Et puis, on a le box-office français. Donc, en 5e, on a Wonka, qui a baissé de 2 places. Donc là, ça bouge beaucoup dans le box-office France. Donc pour sa 7e semaine, lui, il a fait 104 000 entrées. Il est à 3 500 000 entrées. Ensuite, on retrouve La Chasse gardée en 4e qui fait 100 000 entrées de plus, donc qui continue son gros succès. Il est à 1,6 million au box-office. 1,6 million d'entrées, au total. Ensuite, on a à nouveau, c'est May December, donc le film avec Nathalie Portman. Et l'autre actrice, c'est, je sais plus, Julianne Moore. Et Julianne Moore, voilà, le film avec Nathalie Portman et Julianne Moore. Il a fait, donc pour sa première semaine, 118 000 entrées. Il n'a pas réussi à dépasser pour Things, qui lui a fait sa 2e semaine. Il reste devant May December avec 130 000 entrées. Il le baisse de 30%, donc c'est pas
baisse très significative et qui finit à 316 000 entrées en France, donc c'est plutôt pas dégueu pour Things. Ouais. Après May December, faut voir comment il va se tenir, mais de toute façon je crois pas que c'est un film qui a coûté immensément cher non plus. Ouais. Et le premier film, c'est aussi une nouvelle entrée. Donc pour sa première semaine, c'est le film À coups de dés qui a fait 221 000 entrées. Ouais, le film de Yvan Attal. Il me semble que c'est deux Yvan Attal, en tout cas c'est avec Yvan Attal et Mai Wen. Oui, c'est deux Yvan Attal. Ouais, c'est ça. Et qui a l'air horrible. Apparemment, il est vraiment pas bon ce film pour le coup. Mais bon, c'est la sortie française de cette semaine et il a plutôt bien marché. Voilà. Ok. Bon bah on a fait le tour du box office. C'est ça, on a fait le tour du box office. On a fait un épisode assez sympathique. J'ai aimé tourner cet épisode avec toi, Ista, voilà. Ouais. Moi j'ai aimé, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et ben on va se quitter là-dessus. Hein, on va se retrouver mardi prochain pour la critique de Argylle. Et n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre le pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles selon votre plateforme, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Et on se retrouve très bientôt, Ista. Ouais, on se retrouve pour un petit coup de brosse. Un petit coup de brosse dans les cheveux, ouais. Alors, on rigole. Allez, salut. Salut.